Je suis revenu à Genève, puis à un moment donné, j'ai dit non, mais il faut vraiment que j'apprenne l'anglais parce que c'est vraiment une base qu'on doit absolument avoir. Donc je suis parti au Canada avec mes propres deniers. Je suis resté 6 mois là-bas. J'étais à Toronto. Okay. C'était une super expérience. Puis nous, on a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour montrer notre savoir-faire, des bijoux qu'on pouvait fabriquer. Je fais un bijou, puis le client il dit vous savez qui c'est qui l'a acheté? J'ai dit il y a tellement de monde. Il dit c'est Lady Di. Mais quand on faisait des bijoux pour les stars. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficile, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Christophe, créateur artisan de bijoux, et Rachel, la voix de l'ombre. Bonjour Christophe. Bonjour Dylan. Bonjour Rachel. Bonjour Dylan. Bienvenue dans Focus. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on est 3 autour de la table et pas 2. Donc on va un peu expliquer comment on va diriger cette intervention, ce podcast. Donc la première partie sera axée sur Christophe, qui est le créateur artisan au niveau de la bijouterie, et Rachel, qui est de la directrice marketing dans l'entreprise, et bien plus, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Ok. Donc avant de te lancer justement dans cette entreprise, à quoi ressemblait ta vie? Oula. J'ai commencé dans... Alors, c'est pour faire, j'ai l'origine de l'entreprise, c'est l'entreprise de mon père. Super. Il l'a fondée en 95. Ouais. Voilà. Après, j'ai commencé, moi, en 96 dans l'apprentissage. Ok. Et après, j'ai commencé à... J'ai fait quelques boîtes à côté. Et après, c'était quoi, en 2007, si je ne me trompe pas. Je suis revenu parce que mon père m'a appelé et puis il m'a dit ce serait bien que tu reviennes parce qu'on a besoin de toi. Ok. Puis après, au fur et à mesure des années, il m'a gentiment laissé prendre gentiment prise de l'entreprise, exactement. Ok. Et puis voilà, quoi. Ça s'est fait un peu naturellement jusqu'à un moment donné, il y a quand même eu une date au moment où je dis ça y est, cette fois-ci, c'est bon, je prends les rênes. D'accord. Et ça s'est passé comment? C'est ton père qui a plutôt imposé ou c'est toi qui t'es senti légitime, entre guillemets? Alors légitime, je dirais que c'était légitime, je le sentais déjà depuis un moment. Ok. Mais mon père me considérait pas encore au point et tout. C'est quand tu as à peu près la trentaine, voire un peu plus, 30 ans, peut-être même 35 ans, tu te dis ouais c'est bon, je peux tout bouffer, je peux tout faire. Puis en fin de compte, il n'avait pas complètement tort, quoi. Il dit ouais mais fais gaffe là, tu vas te planter, ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis c'est vrai, j'y croyais pas plus que ça, quoi. Ok. Et maintenant que j'ai pris les rênes, je dis ah oui en effet il n'avait pas tort. D'accord. Il n'avait pas tort, je dis ah ouais là en effet j'aurais fait des grosses bourdes. Et voilà, j'en fais encore. Mais oui, voilà, ça, c'est coutumier de l'entrepreneuriat, entre guillemets. Ouais, on apprend tous les jours. Donc, du coup, tu as fait un cursus, on va dire, où tu as fait quoi, une école de bijouterie tout à fait. bien précis, ou aux Arts Déco ou... À l'époque, ça s'appelait le Sepia. Ok. Qui a été transformé en Septa, et puis maintenant, c'est les Arts Déco. Ouais. En fin de compte, j'étais pile poil dans le... Avant le changement de... Ouais, le changement d'école. C'est-à-dire qu'on a fait 2 ans Septia. Sous le nom Septa. Ouais, c'est Sepia qui est devenu Septa. Okay. Et après, on a fait 2 ans aux Arts Déco en bijouterie. Voilà. Et donc, ça t'est venu naturellement du fait que tu as vu ton père exercer ce métier depuis tout jeune, ou tu as quand même eu un déclic à un moment qui a fait que... À l'origine, c'est pas faire. Mes parents, ils avaient... Enfin, mon père, il a travaillé dans une grande manufacture. Ouais, à Genève. Ouais, à Genève. Ok. Ouais. Et il avait aussi son magasin à côté, que ma mère gérait. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est un truc de famille, quoi. C'est vraiment génial. Et moi, je les voyais faire. Puis je dis, ouais, c'est marrant, c'est cool, quoi. On travaille le métal. À l'origine, je voulais pas du tout faire ça, mais je me suis dit, pourquoi pas. Ok. Et puis je dis, bah, allez. Moi, j'adorais tout ce qui est travail manuel. Ce qui fait qu'à un moment donné, moi, j'aimais travailler tout ce qui était bois et tout. Donc, tu as commencé plutôt par le bois, c'est ça? Ou pas vraiment? Amateur, vraiment amateur. Chez toi, de côté, pas dans une école. C'est un truc qu'on fait, on s'amuse, quoi. Ouais, ok. Et puis, à un moment donné, je dis, tiens, il faudrait quand même que j'essaye le métal. Puis mon père m'a dit, métal, à la bijouterie, il y a métal, tout ça. Puis je dis, bah, pourquoi pas, on va essayer. Puis je me rappelle de mon premier prototype que j'ai dû faire, que j'ai foiré, parce que c'est mon père qui a repris. Parce que je devais avoir quoi, 14-15 ans à peu près. Ok, cool. J'ai dit, tiens, je vais essayer et tout.
Puis il m'a dit, ouais, non, en fin de compte, il faut d'abord que tu fasses ton apprentissage avant de commencer. Fais des études. Ouais, D'accord. fais des études dans Il s'est dit, est-ce que j'ai eu un génie entre j'ai créé un génie et au final, non, il faut quand même avoir les bases. C'est ça. Non, on va dire que je m'étais pas trop mal débrouillé, mais il m'a dit, ouais, non, mais. Il a préféré. Ouais, je reprends parce qu'il me dit, c'est pas le standard de la joaillerie, quoi. Donc, à un moment donné, il faut quand même que. Donc, déjà jeune, parce que 14 ans, c'est pas donné à tout le monde de savoir, entre guillemets, ce qu'on veut faire ou. Alors, c'était pas vraiment ma destinée au départ. C'était, je dis, tiens, je vais essayer. Il m'a donné, entre guillemets, les outils. Il m'a dit, débrouille-toi un petit peu avec. Je te donne 2-3 directives. Ouais. Puis après, une fois qu'il m'avait donné 2-3 directives, je dis, bah écoute, je vais essayer, puis on verra bien. Puis il s'avère que c'était pas si facile que ça. Et heureusement, dans un sens, parce que quand on voit ce qu'on fait maintenant, puis ce que je faisais au départ, on dit, heureusement qu'il y a une certaine évolution, quoi. Ouais. Et puis voilà, après, je dis, ouais, pourquoi pas. Puis je dis, bon, go, on se lance. Puis à 16 ans, j'en avais un peu marre des études. Je n'étais pas forcément un féru d'études. Ouais. Et j'ai dit, bon, go, je me lance. Et puis il m'a dit, mon père m'a dit, écoute, ouais, go, je te prends en tant qu'apprenti, on va voir ce que ça donne. Puis voilà, c'est lancé comme ça. Donc, t'as eu jeune, entre guillemets, a voulu changer un petit peu des matières. Ensuite, tu t'es orienté sur le métal parce que ton papa était plutôt dans le côté métal, au niveau de la création il faisait quoi, des bijoux aussi? Tout à fait, bijoutier. Ouais. Et après, donc, cursus scolaire un peu, on va dire, normal, avec un CFC, enfin, l'école. CFC, après, une fois que j'ai eu mon CFC, j'ai voulu un petit peu voyager. Ouais. Je suis parti au Canada. Ok. Dans quel but? Dans le but d'apprendre l'anglais. Ah, ok, d'accord. D'apprendre l'anglais. Alors, à l'origine, vraiment, au tout début, je suis parti en Angleterre. Quand j'ai eu mon CFC, je suis parti à Londres. Et j'ai voulu trouver un atelier pour qu'il me recrute. Puis le gars, il m'a dit, ouais, mais t'es gentil, tu viens juste pour apprendre l'anglais, quoi. Tu viens pas pour. J'ai dit, oui, mais au début. Mais après, on verra, quoi. Si ça marche, pourquoi pas, je resterai à Londres et tout. Puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis j'étais jeune, j'avais quoi, 23, 24 ans. Ok. Les gars, ils disent, ouais, mais t'es gentil, mais voilà, on sait très bien ce que tu vas faire. Et puis je suis revenu à Genève. Puis à un moment donné, je dis, non, mais il faut vraiment que j'apprenne l'anglais parce que c'est vraiment une base qu'on doit absolument avoir. Donc je suis parti au Canada avec mes propres deniers. Je suis parti. Puis je suis resté 6 mois là-bas. J'étais à Toronto. Okay. C'était une super expérience. Ouais. Vraiment. Plus sexy que Londres ou? Rien à voir. Rien à voir. Mais il y en a un, j'allais pour travailler. Ouais. L'autre, j'allais que pour apprendre la langue. D'accord. Et puis j'étais dans une école. Ok. Et j'étais vraiment complètement dans un autre délire. Et c'était vraiment assez fun. On a 25 ans. C'est très bien comment on est à 25 ans. Oui. Enfin, je pense. Voilà. C'était vraiment une période très fun, très marrant. J'ai même un pote que j'ai gardé d'enfant, enfin, on va dire d'enfance maintenant, presque. Vu nos vieux âges. Voilà. De Toronto, il est toujours pote. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il est aussi à Genève. Ouais. Donc, on est toujours potes aujourd'hui. C'est assez. Ok. On s'est rencontrés là-bas alors que rien ne faisait qu'on devait un jour se rencontrer, quoi. Ok. Lui aussi dans le métier ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Vraiment une amitié extra travail, quoi. Exactement. Ok, donc. Tu es parti donc au Canada, tu es revenu et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as recommencé des formations ou tu as directement enchaîné? À ce moment-là, je suis allé dans une manufacture. Ici aussi à Genève ou? À Genève, dans les Watts. Ok. Et du coup, gros atelier de bijouterie, de joaillerie. Ok. Là, j'ai fait un grand pas en avant parce que du coup, j'ai vu d'autres façons de travailler. Ouais. Ce qui m'a appris aussi à avoir d'autres techniques et tout, parce que j'étais un peu focalisé sur mon père qui m'a tout appris. Ok, ouais, le mentor. Voilà, on va dire ça. Et il m'a tout appris, il m'a appris les bases, il m'a tout appris, tout ça. Puis à un moment donné, là, je me suis dit, faut que j'aille voir un petit peu aussi ailleurs, parce que c'est intéressant. Ouais. Ok, donc par toi-même, tu t'es dit, Alors, c'est pas la science infuse. C'est beaucoup de choses qui a fait que ça c'est qu'à un moment donné, il y a eu un petit manque de boulot. Ok. Et puis j'ai dit, c'est peut-être le moment de bouger, quoi. D'accord. Et puis ça s'est fait naturellement et j'ai rencontré un des directeurs qui m'a pris quasiment tout de suite, quoi. Génial. Et parce que il y avait aussi le parcours de mon père qui a fait que qui appuyait ton le parcours et puis qu'on avait déjà commencé à travailler pour lui. Okay. Ce qui fait que derrière il a vu les pièces que j'avais déjà faites pour lui. Ouais. Et là à ce moment-là c'était un peu la carte
de visite qui permet. Quoi. Donc, formation, on va dire, conventionnelle, CFC, Oui. apprentissage par l'étranger pour un peu ouvrir les horizons. Ouais, c'est ça. Retour à Genève et un petit moment, période difficile, mais tu n'as pas flanché. Tu t'es dit non, je vais aller profiter, enfin une opportunité pour aller voir ailleurs, d'autres techniques de façon de travailler, etc. Notre technique et là, à ce moment-là, aussi. tu fais d'autres rencontres. Ouais. Donc, qui te poussent plus loin. Je suis resté à peu près une année chez eux. Ouais. Mon père m'a rappelé. Il m'a dit, écoute, là, j'ai trop de boulot. Ah, donc ça a changé. La situation n'était plus compliquée, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'en parle au directeur. Je lui dis, écoutez, je suis embêté parce que mon père me demande. Et puis il me dit, mais écoute, c'est quoi, c'est une question de salaire, tout ça? Je dis, non, c'est pas une question de salaire. Je dis, c'est juste, mon père me demande. Donc voilà, je suis désolé, quoi. Je dis, en plus, c'est vrai, je me plaisais vraiment dans cette entreprise. C'était vraiment. L'environnement était. Ah, c'était super. C'était vraiment. C'était une bonne enfance, bon enfant. Ouais. On était vraiment une bonne équipe. Elle était relativement jeune. On était super. Le directeur était super cool avec nous et tout. Franchement, on était bien. Donc, choix compliqué alors. Choix compliqué. Après, voilà. Après, c'était la famille. Ah. Du coup, je suis revenu. J'en ai parlé au directeur, justement, j'ai dit, écoutez, moi, à ce moment-là, je peux être votre sous-traitant, quoi. Ouais. Il dit, oui, on va voir. Ok. On va voir. Ça a mis quelques mois, puis au bout de quelques mois, il m'a dit, écoutez, il m'a appelé, puis il me dit, écoutez, ouais, ça vous intéresse quand même de bosser pour nous? Je dis, volontiers, c'est top, quoi. C'est comme ça, on a continué à travailler ensemble. Donc en fait, tu as récupéré ton ancien patron comme client, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bien joué, bravo. Et puis aujourd'hui, c'est encore un de mes clients. Donc, génial. Il a changé de boîte, mais ça reste toujours un de mes clients. Ok. Donc c'est à ce moment-là où tu es retourné pour bosser dans l'entreprise familiale, on va dire. Et depuis, tu n'as plus quitté ou tu as encore eu des excursions, on va dire. Ouais, j'ai eu quelques excursions parce que alors c'est pas la preuve Covid, c'est quelques mois ou quelques années après, à peine. Ouais. Il y a eu une très grosse baisse de régime. Ok. Alors il y a eu beaucoup de choses. C'est question que j'ai eu un client qui est décédé, malheureusement. Ok. Un de mes plus gros clients, et un de mes clients qui a périclité. D'accord. Donc là, pas de bol. Et tu avais combien de clients à ce moment-là? J'en avais pas beaucoup. Parce que ça représentait beaucoup. L'inconvénient, c'était que j'étais tout seul. Dans l'entreprise familiale? Ouais. Ton papa ne... Ah non, à un moment donné, j'étais tout seul parce que mon père, il m'a redonné les rênes. Ok. Lui, il a pris sa retraite. Ok. Alors, de temps en temps, il m'aidait. Ouais. Mais pas plus que ça, quoi. D'accord. À un moment donné, il fallait que je me débrouille tout seul. Ok. Et ce qui fait qu'à là, à ce moment-là, grand moment de doute, dire qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc du coup, j'en ai parlé avec Rachel et tout. Puis à ce moment-là, opportunité, j'appelle un de mes collègues, enfin collègue, confrère, comme tu veux. Ouais. Puis il me dit, ouais, il y a un tel qui recrute, ça t'intéresse? Pourquoi pas? On va y aller. Je balance mon CV. Quelques semaines, il m'appelle. Au bout de quelques semaines, il m'appelle. Puis ils me disent, écoute, ouais, on te prend. Puis je dis, écoute, ouais, go, on y va, on tente. Ok. Puis ça m'a permis pendant 7 mois à peu près, ouais. de rebondir. Puis à un moment donné, justement, il y a un client qui me rappelle. Puis il me dit, Christophe, vous voulez bosser ou vous restez dans votre atelier? À chaque fois que tu retrouves quelque chose, il y en a un qui arrive pour te reprendre, quoi. Puis il me dit, vous voulez continuer? C'est un signe. Ouais. Reste tout seul. Oui ou pas, je sais pas. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il m'a dit, si vous remettez à votre compte, je vous donne du boulot. Je dis, ouais. À un moment de doute quand même. Ouais, bien sûr. Je dis, est-ce que je reprends les rênes de ma société? Je l'avais mis en stand-by, je l'avais pas complètement arrêté. D'accord. Parce que j'avais quelques petits clients privés qui payaient le loyer, quoi, comme on dit. Ouais, bien sûr. Et du coup, je ne voulais pas complètement arrêter. Puis je voulais avoir cette roue de secours. Je me suis dit, si jamais ça ne marche pas dans cette société-là, ok. Je me suis dit, je retourne à mon compte et puis on tente. Ok. On retente l'aventure. Donc, tu as toujours gardé, on va dire, ce qu'on appelle les side business, des affaires à côté, au cas où. Il y en a qui sont employés et qui ont, tu sais, leur affaire on va dire, du week-end. C'est pas péjoratif, c'est pour dire que, voilà, ils ont une petite boutique d'e-commerce en ligne ou une petite activité qui paye un peu les loyers, comme tu l'as dit. Tu t'es jamais vraiment dit, bon, c'est fini de ces allers-retours avec d'autres employeurs. Il y a eu un moment de doute. Il y a les 2-3 premiers mois, il y a eu un moment de doute. J'ai dit, hop, je ferme la boutique, on hâte les frais. Employé à vie. Ouais, mais c'est un peu, ça me gênait un peu d'être employé à vie. Excuse-moi de te couper, mais Rachel n'a pas non, il n'est pas fait pour ça. Non.
Donc c'est assez marrant parce que dans son parcours par rapport à ce qu'il explique, c'est vrai que chaque fois qu'il a voulu aller dans le côté salarial, on t'a remis dans le côté entrepreneur, tu vois, en disant bon, si tu veux faire du travail, comme le dernier cas, si tu veux travailler, remets-toi à ton compte, quoi. C'est assez marrant, ton parcours est un peu dans cet état d'esprit-là, quoi. Chaque fois que tu as voulu fuir l'entrepreneuriat, ben, il t'a rappelé en disant. C'est ça. Voilà. C'est un peu. Alors, effet de coïncidence. Souvent, effet de coïncidence, qui fait qu'à un moment donné, je dis ben, bon, bah, faut que je retourne à mon compte, puis voilà, quoi. Mais moi, ça me plaît d'être à mon compte. Ok. Donc, et pourquoi tu as fui, si je peux me permettre C'est un manque de travail. À un moment D'accord, donné, il faut payer les factures. Ouais, bien sûr, oui. Malheureusement, il faut payer les factures. Et c'est juste qu'à un moment donné, bah, voilà, les factures tombent et on dit, bon, ben, il n'y a plus assez d'argent qui rentre, faut trouver une autre solution, quoi. Ok. Et puis du coup, on a trouvé cette solution qui m'a permis de tenir 7 mois. Et puis voilà, donc du coup après je suis donc tu es revenu à ton compte. Ouais, toujours l'entreprise familiale que tu gardes un petit peu en stand-by, enfin tu l'entretenais par des petits clients. Ouais, des petits clients voilà. et tout. Et là maintenant tu es à fond dedans, quoi. Exactement. Okay. Et est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton premier bijou? T'as mémoire de ça? Mon premier bijou. Est-ce que c'était à 14 ans quand tu as voulu travailler le bois Non, c'est pas... Donc ouais, ta première création. C'était juste dire, tiens, je vais travailler le métal. D'accord. Il n'y a pas eu de premier bijou. Ok. Par contre, un de mes premiers bijoux qui m'a marqué. Ouais, plus marqué, ouais. Plus marqué, ouais. Je fais un bijou, on me dit, ben, on donne le dessin, puis on me dit, ben voilà, il faudrait faire ça, tout ça. Je dis, ok, d'accord, super. Je fais le bijou. Okay. Rien d'extraordinaire. C'était juste avant que j'y aille. Je fais un bijou, puis donc on livre au client. Enfin, c'est mon père à l'époque qui livrait au client. Ouais. Puis le client, il dit, vous savez qui c'est qui l'a acheté? Non. Ouais. Il y a tellement de monde. Il dit, bah, c'est Lady Di. Ok. J'ai dit, bon, bah, du coup, moi, ça m'a un peu surpris. Je dis, Lady Diana qui porte un de mes bijoux que j'ai fait. Tout ça, je dis, ouais, c'est sympa. Alors, après, nous, on est sous-traitants. Dans ces cas-là, pour les marques, on est sous-traitants. Donc, nous, on est dans l'ombre, on n'existe pas. Oui, c'est ça, ouais. Mais est-ce que tu l'as vu porter en photo dans les magazines, les revues, Alors j'ai cherché, j'ai pas forcément trouvé, mais c'est que il l'a dit, je pense pas je dirais, ce serait un peu dommage qu'il m'ait menti là-dessus. Ouais, c'est ça. Après, ça le regarde lui s'il veut raconter des histoires. Ouais. Ok, donc c'est ce bijou-là qui t'a marqué un petit peu dans ton histoire. Alors c'est vraiment plusieurs. Ouais, c'est vraiment le premier bijou où je dis, il y a entre guillemets une célébrité qui l'a porté. Okay. Après, c'est vrai que comme disait Rachel, c'est que quand après j'ai bossé dans cette manufacture pendant un certain temps, là, pendant une année, c'est là, à ce moment-là, que j'ai découvert les stars et tout. Enfin, découvert. On est d'accord, on est toujours dans l'ombre. Hein. On ne les voit jamais en direct. Ouais. Hein. Mais quand on faisait des bijoux pour les stars. Et ça, ce côté, on va dire, manque de reconnaissance, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te convient? Alors, ou qui t'embête? Quand tu as 25-26 ans, tu dis ouais, c'est un peu dommage tout ça. C'est bien d'avoir la photo avec, quoi. Puis maintenant, tu dis m'en fous. D'accord. Ça m'est égal, quoi. Ça m'est égal parce que le truc c'est que le client soit satisfait. Ouais. Après, qui c'est qui l'a fait? Ou qui le porte, voilà quoi. Je comprends. C'est égal, quoi. Et est-ce que, parce qu'on parle toujours de réussite, on parle toujours de victoire et tout ça, mais il y a forcément des échecs dans ce parcours d'entrepreneur. Est-ce que tu en as un qui est marquant, qui t'a marqué, et tu peux l'expliquer, et comment as-tu fait preuve de résilience par rapport à cet échec ou ce choix que tu as fait qui ne s'est pas avéré alors à un moment donné, j'ai eu beaucoup de travail et j'ai voulu sous-traiter. Ok. C'est pas le sous-traitant qui était incompétent, c'est question qu'il y avait une mauvaise compréhension. Ok. C'est-à-dire que soit moi, soit lui n'avait pas su comprendre le client, ou n'a pas su interpréter ce qu'on disait. D'accord. Donc là, pour bien comprendre, donc la sous-traitance, c'est un client qui vient vers toi. Toi, tu es chargé de travail, donc du coup, tu prends un autre collaborateur pour lui dire voilà. Et c'est toi qui fais le lien entre le client et le collaborateur. Exactement. Ou tu mets l'autre collaborateur en place? Non, tu gardes parce que le client, il a confiance en moi. Voilà, ok. Donc il ne sait pas ce qui se passe derrière. Enfin, il s'en doute, mais il ne sait pas ce qui se passe trop derrière. C'est pas dit, quoi. Voilà. Et là, j'avais tellement de boulot, j'ai dit, il faut que je trouve d'autres personnes pour m'aider, parce que j'y arriverais pas. Ouais. J'appelle deux, trois collègues, et puis ils m'ont dit, ouais, je peux te le faire, il n'y a pas de souci, machin. Ok. Et on ne s'est pas compris. Mais, comme je dis, ce n'est pas une question de compétence, c'est juste qu'on ne s'est pas compris sur la communication. Oui, exactement. C'est un problème de communication. Et là, à ce moment-là, j'ai dû reprendre la pièce. Ok. Je dis,
on n'y arrive pas, ça part dans tous les sens, on n'y arrive pas, le client n'est pas du tout satisfait, Ok. machin, et je ne voulais pas perdre le client. Ok. J'ai dit, non, je reprends Les la rênes. pièce. Là, j'ai fait énormément d'heures pour y arriver, parce que forcément, vu que j'avais déjà pas le temps de la Ouais, faire, si tu l'as fait, c'était maintenant parce qu'il manque voilà, de temps, quoi. c'est ça. Donc là, du coup, j'ai dû faire énormément d'heures. On bossait le week-end, j'ai dû bosser le week-end, j'ai dû faire plein de choses. Et c'était pour éviter tout ça. Mais du coup, vu la situation, on se dit, pas le choix, quoi. C'est qu'il faut y aller, quoi. Et j'ai récupéré la pièce. Et là, c'est vrai que j'ai sauvé les meubles, mais je dis, ouf. Donc le client est resté. Ouais, le client Finir. était satisfait Donc- parce que le seul problème, c'est que il a vu que j'ai mis plus de temps que prévu, quoi. C'est Ouais, tout. ok. Donc du coup, tu retiens le fait de sous-traiter, c'est pas une solution ou comment tu as aménagé ton Alors, travail par c'est rapport à cette question- expérience ou pas du tout? Alors, justement, le truc, c'est que aujourd'hui, j'ai une collaboratrice en tant que bijoutière et joaillière. Ok. Et jusqu'à présent, on m'a toujours dit euh, reste seul, tu verras, tu peux mieux gérer toute l'infrastructure. Et ce qui est complètement vrai, sur un principe, c'est que si tu es seul, tu gères tout. Oui. Tu sais où tu mets les billes, tu sais où tu fais, ce que tu fais, donc Ouais. tu gères tout. Tu dis, bon, ok, c'est super. Mais. Et il y a le mais. Il y a Ouais. le mais. C'est question que tu peux plus te développer parce que tu es obligé de Scaler, tout ouais. gérer. Mhm. Et là, c'est à ce moment-là où je dirais que c'était une bonne et une mauvaise idée de rester seul. Ok. Et je suis resté des années seul. Du fait de ce conseil, quand Ouais. on t'a dit ouais. On m'a dit, ouais, reste tout le temps seul, tu verras, Ok. tu vas gérer le truc. Et au moins, s'il y a un couac, tu peux t'en prendre déjà qu'à toi-même. Oui. Ça, c'est la première Ouais. chose. Et surtout, tu sais comment faire la pièce de A à Z. Donc, tu dois pas C'est avoir une zone de confort, on va dire. Aussi. C'est une zone de confort. T'arrives pas à te mais- développer, puis en même temps tu restes dans une zone de confort. Exactement. Ouais, Ok. c'est vrai que c'est une zone de confort. Mais Mais non, ça, c'est limite. c'est ça. Ouais. C'est assez limite. J'ai loupé des mandats à cause de ça. Ah, t'as vraiment été obtus dans cette Non, décision-là alors, ou c'est question qu'à un moment donné, j'ai dit, écoutez, là, moi, je veux bien vous la faire, la pièce, mais je ne pourrais pas vous la faire pour telle date. C'est Ok. pas possible. D'accord. Parce que j'ai trop de boulot à ce moment-là. Donc, j'ai dit, écoutez, moi, je vous la fais après. Ils m'ont dit, non, il faut que je la fasse à ce moment-là. Je dis, Ok. je peux pas. D'accord. Et est-ce que justement à ce moment-là, tu n'arrives pas à valoriser ce côté? Parce que soloprenariat, c'est vrai que ça, c'est limite d'être tout seul dans son entreprise. Oui. Ça a des côtés, des avantages comme des inconvénients. Mm. Sur le développement, c'en est un. Pour se développer, c'est compliqué en étant tout seul. Mais est-ce que ça ne te permet pas dans ton domaine d'activité justement de te valoriser différemment? C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi pour donner des références de prix, c'est 100 francs de l'heure que tu factures au client pour créer un bijou. Mm. Et puis du coup, du fait de la rareté, du fait de la demande, comme tu as plus de demandes que d'offres, tu te dis c'est plus 100 francs de l'heure, mais c'est 3000 francs de l'heure. Je dis n'importe quoi, hein, mais Non, on est-ce que peut c'est pas possible dans ce genre Non, on peut pas se d'activité? permettre. Enfin, Ok. C'est quoi la concurrence? C'est quoi c'est... ouais, il y a la concurrence. Il y a le fait qu'à un moment donné, ils vont dire pourquoi tu passes de 100 francs à 3000 francs, par exemple. Du fait que Voilà. tu aies beaucoup de demandes et que ton temps est Et rare. tu dis, à un moment donné, non, je vois pas pourquoi lui, je dois le facturer à 3000. Après, il y a une question d'éthique. C'est juste Oui, ça. bien sûr. Ouais. C'est juste à un moment donné, je te dis pourquoi lui, je lui facture à 100, lui, je lui facture à 3000. Juste parce qu'ils veulent sa pièce en premier. Non, Non, c'était plus un moyen, tu sais, de monter le panier, on va dire, le panier moyen de dépenses du client, en se disant, OK, je suis tout seul, je maîtrise mon travail, je maîtrise mon activité, je maîtrise ma création, mais j'ai beaucoup trop de demandes, tu sais, c'est le principe de l'offre et de la demande, quoi. Donc j'ai beaucoup trop de demandes, donc du coup, ce que je fais, c'est que je valorise mon travail différemment, quoi. Au lieu de dire cette pièce-là est au prix de, ou je sais pas comment ça se facture en création de bijoux, tu vois, mais en artisanat. ouais, c'est pas. Mais tu aurais pu prendre ce parti-là de se dire. C'est que mes clients principaux, Ouais. c'est-à-dire les marques, sont Ok. au courant du marché. Ok, il Ils savent très bien y a des tarifs un peu. Voilà. Ok, ils savent d'accord. très bien. Ils disent, je sais pas, je vais te dire un truc, je vais donner des chiffres bidons, mais ils disent, Ouais, bien sûr. cette bague, elle vaut 3000. Tu peux pas la facturer 13 000. Ok, À un moment je donné, comprends. elle dit, C'est pas que des clients, t'es pas en contact qu'avec des clients, quoi. C'est pas que du B2C, c'est aussi, t'as aussi du B2B avec des entreprises. Oui. C'est-à-dire que tu vends à des entreprises en sous-traitance. T'as des gens qui te demandent directement aussi, t'as des clients VIP ou je ne sais pas comment tu les catégorises. Ok, d'accord. Donc je comprends le fait t'es obligé d'avoir un tarif standard et que t'es pas profité. Donc du coup, tu t'es dit, ok, solopreneur, c'est bien parce que je maîtrise tout, mais en même temps, je peux pas scaler comme on dit dans le business en anglais. Je peux pas me développer. Donc tu t'es ouvert à ce moment-là sur à un moment donné, des employés, sur des alors, sous-traitance ou les Quel fameux 7 mois où je suis parti après le Covid, les 7 mois où je suis parti dans une autre manufacture, Ouais. j'ai rencontré d'autres personnes. Ok. Comme je disais, depuis le début, c'est l'opportunité, coïncidence, Des rencontres. des rencontres, qui fait qu'à un moment donné, je travaillais avec une collègue
Et je dis, bah, tiens, ça serait marrant. Enfin, à ce moment-là, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, je travaille avec, point barre, ça va être là. Puis au moment où je suis retourné à mon compte, j'ai demandé. Je lui ai dit, écoutez, que s'il y a quelqu'un qui serait intéressé, j'ai demandé à 2 collègues, ils m'ont dit, écoute, ouais, voilà, non, nous on reste là, on est bien où on est, tout ça. Puis il y en a une, elle m'a dit, ouais, moi ça m'intéresse. Bah, go, on y va. On tente l'expérience, on verra bien. Ouais, bien sûr. Oh, ouais, bah, je suis avec toi. Et puis aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'elle est là et elle s'y plaît. Ok. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Ouais. Enfin, elle te le dit pas en tout cas. Non, mais si, on a déjà parlé plus d'une fois et en effet, il semblerait qu'elle s'y plaise. Donc tant mieux pour moi. Et de ce fait-là, tu as pu développer ton chiffre d'affaires, donc Oui, alors développer le chiffre d'affaires, c'est un fait. Et puis, on s'aperçoit qu'on a un peu plus de temps de libre. Alors, valoriser comme ça. Ouais. Pas beaucoup plus. Hein. Un tout petit peu plus de temps libre pour chercher d'autres clients. Ok. Donc tu t'es mis dans une partie un peu commerciale à ce moment-là, quoi. Oui, alors c'est à ce moment-là que Rachel est intervenue. Justement, on allait venir à la voix de l'ombre, donc Rachel, qui va nous expliquer comment elle est arrivée dans l'aventure, en fait, avec Christophe. Au moment du Covid, je dirais après Covid, et la réduction du nombre de clients de sous-traitance, on a eu de plus en plus de demandes de particuliers. Ouais. Et on s'était posé la question de savoir si on ouvrait une boutique ou pas. Parce que c'est une question qui est à peu près tous les 6 mois. Parce que nous, on a choisi l'option de rester en atelier. Ouais. Pour faire la garantie, on va dire, la garantie de la qualité, du sur-mesure. Ok. Et du coup, il a fallu qu'on pense différemment cette partie clientèle. Ouais. Et on a eu de plus en plus de demandes de particuliers pour des réparations, pour des créations sur mesure. Donc ça a ouvert un autre créneau d'activité, en fait, de fait. C'est ça. Et je pense que le Covid, avec les boutiques étaient fermées, les gens, ils ont commencé à chercher autre chose, à regarder un peu ce qui se passait. Puis nous, on a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour montrer notre savoir-faire, des bijoux qu'on pouvait fabriquer. Alors, on ne peut pas montrer les bijoux qu'on fabrique pour les marques, mais comme on fabrique aussi pour les particuliers, c'est là on peut le montrer. Ok. Il y a une demande sur du sur-mesure, donc l'idée c'est de promouvoir Christophe en fait, parce qu'il n'aime pas, on n'a pas l'impression comme ça, mais il n'aime pas trop parler, se mettre en avant. Voilà. Ok. Donc moi mon objectif c'est d'où notre présence aujourd'hui, c'est de le mettre en avant et de le faire connaître, de montrer ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire pour les gens. Ok, donc au moment du Covid, vous avez décidé de vous développer sur les réseaux sociaux, qui était un bon moment parce que tout le monde était à la maison et qui était sur son téléphone mobile et son PC. Et quel est ton rôle exact en fait dans cette... Multitâche. Ouais. Je suis là en tant que soutien, je suis là... En plus, on est un couple. Couple avec un enfant, donc on est tout le temps un mélange vie familiale, vie professionnelle. Je suis pas tout le temps à l'atelier, mais je reçois tous les appels de l'atelier. Ok. Et comment vous gérez justement cette situation-là qui est pas forcément, qui peut être compliquée du fait qu'on ramène un peu les problèmes à la maison, mais est-ce que c'est mieux parce qu'on ramène les problèmes à la maison, mais c'est vos problèmes et non pas le problème de l'autre? Comment vous gérez un peu cette situation, je dirais, sur scène et à la ville, et sur scène? J'ai envie de dire, la soupape de sécurité du week-end, elle est importante. La soupape de sécurité du week-end, elle est importante. Ok. Donc vous avez aménagé ce moment-là. Voilà. Lui, il a besoin d'espace, il a besoin de faire du sport, il a besoin d'évasion. Okay. Donc le week-end, c'est le week-end, on part souvent à la montagne. Okay. On profite de la route pour parler des choses un peu professionnelles, les choses à faire, les problèmes, les rencontrer. Et puis après, on fait une coupure et là, fini, terminé, quoi. On a notre moment de famille avec notre fille et puis... Ok, donc vous êtes aménagé un moment bien précis en disant la semaine on parle de code travail. Ça s'est fait naturellement. En fait. Ah, en plus, d'accord. C'est pas après une discussion en ayant communiqué. Ok, non. Intéressant, ouais. C'est vrai que ça doit pas être évident de gérer justement tout ce qui est charge mentale, tout ce qui est facture ouverte, etc. Quoi. Donc c'est vrai que des fois on peut avoir tendance à être trop dans le professionnel. Donc vous, naturellement, ça s'est fait qu'en disant voilà, le trajet de la voiture, on fait un débrief de la semaine et dès qu'on a ouvert la portière, fini, terminé, on n'en parle plus jusqu'au lundi matin, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. En général, c'est ça, ouais. Puis le dimanche soir, en général, on remet ça. On dit, bon, cette semaine, qu'est-ce qu'on a à faire?
Ok. Donc, vous programmez votre semaine. Voilà. Ok. Donc tout est fait en binôme ou il y a des parties qui sont plus destinées à une ou des personnes? Trois quarts du temps, c'est en binôme. Après, c'est vrai que je dirais que trois quarts des clients, enfin, on va dire, pour la sous-traitance, pour les marques, c'est moi qui le gère. Ok. Parce que Rachel n'a pas du tout, on va dire, en contact avec eux. Ok. En tout cas pour l'instant, j'essaie de l'intégrer dedans. Ok. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je gère plus la clientèle privée actuellement. D'accord. Mais j'essaie de l'intégrer justement. J'essaie de lui dire, écoute, maintenant, il va falloir qu'on aille chercher d'autres marques pour qu'on puisse faire de la sous-traitance. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est plus chargée commerciale, me mettre en contact avec eux. Et à ce moment-là, moi, je vais intervenir en tant que bijoutier. Voilà, en tant que bijoutier. Donc les rôles sont bien définis, quoi. Ouais. Oui. Et quel a été ton premier défi quand tu as rejoint l'aventure, on va dire, sur le côté business? Ouais. Ils détestent ça, les réseaux sociaux. Donc du coup, j'ai sauté dans le grand bain en fait, en le président qui est l'eau au fond du bassin et puis maintenant je nage en eau trouble. Ok, donc vraiment ça a été ton premier défi en lui disant faut axer la communication sur les réseaux sociaux et ça peut développer de la clientèle. Il faut lui rappeler qu'il faut faire des vidéos, des photos, C'est compliqué. Mais est-ce que c'est un mal nécessaire ou pas pour l'activité? Est-ce que ça vous apporte, hormis la notoriété et le fait d'exister un petit peu dans la région ou dans le monde Internet, on va dire, est-ce que ça vous a rapporté de la clientèle? Est-ce que concrètement, vous pouvez chiffrer ça ou non, je ne chiffre pas. Par contre, comme on n'a pas de boutique, voilà, c'est ça. Comme on n'a pas de boutique, on n'a pas de magasin, notre vitrine, ça va être ce qu'on communique sur les réseaux sociaux et comment on le communique. D'accord. Donc Instagram et depuis fin décembre, LinkedIn. D'accord. Et vous postez régulièrement. Enfin voilà, j'ai vu que vous aviez un site internet aussi. Aussi, mais qui est plus une page vitrine. Il y a d'information, en expliquant. Voilà, ça reste très général. Ouais. Ok. Et pour vous deux, c'est quoi alors le prochain gros objectif à moyen, long terme? Est-ce que vous avez fixé une sorte de programme d'étape? Il faudrait trouver un nouvel atelier pour pouvoir peut-être prendre une personne en plus. Ouais. Ok. Parce que là, on est quand même à l'origine, c'est un atelier familial. Ok. Donc, quand vous dites atelier, pour que les gens comprennent bien, c'est quelque chose qui n'est pas accessible c'est pas au rez-de-chaussée, c'est dans un étage d'un immeuble ou quelque chose comme ça. Tout à fait, ouais. Et vous avez là, le client peut pas avoir accès à cette partie-là ou c'est quoi? Non, c'est une question que je préfère. Tu as l'atelier et le bureau. Et souvent, les clients, quand ils viennent, c'est partie bureau. Ils n'ont pas accès à l'atelier, c'est une zone confidentielle. Ouais. Alors, sauf sous demande, mais voilà, c'est très. À ce moment-là, tout ce qui est pièces confidentielles, on les enlève. Ok. Hormis ça, le truc, c'est que l'atelier est très petit. C'est fait que pour 2 personnes, c'est pas fait pour. Ok, donc c'est une question de pratique. Ok, d'accord. Et du coup, là, si on veut se développer, il va falloir trouver d'autres locaux, tout simplement. D'accord. Donc c'est la prochaine étape. Oui. Vous êtes fixé ça? Vous avez un délai, un timing Non, on cherche le mouton à 5 pattes. Alors, il ne faut pas avoir de délai, effectivement. Mais par contre, il faut rester aware sur les propositions et sur le marché. Donc, d'avoir une boutique physique où les gens puissent vous retrouver. Ok. Avec la partie atelier, vous gardez encore l'atelier séparé de la boutique ou ça serait disposé comment au niveau de... Tu sais, c'est question qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. Parce que, comme elle a dit tout à l'heure, c'est que si on reste dans l'atelier, on reste focus sur le sur-mesure. Sur le sur-mesure et sans créer une marque ou sans créer faire des bijoux pour faire des bijoux parce que le 3/4 des magasins, excuse-moi. Ouais, pardon. Donc juste parce que pour comprendre, c'est que vous n'avez pas une marque de bijoux à vous, c'est ça. Et ça, vous êtes obligé de passer par le côté boutique pour en avoir une. Vous pouvez vous servir justement des vitrines internet pour proposer vos créations. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, à l'origine, c'est pas ce que je veux. Alors après, peut-être que je viendrai. Non, mais à l'origine, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que nous, on crée une prestation. Okay. On ne crée pas un billet. Voilà. La personne, on va prendre par exemple toi, qui vient vers moi. Je veux faire un bijou, mais je vais prendre ton idée que je vais créer. Okay. Et non pas moi, je vais t'imposer mon idée. Parce que, en gros, une marque, c'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Elle impose son idée. Ça, tu veux pas. Elle impose son histoire, en fait. Ouais, son histoire. Tu achètes une histoire autour d'une marque. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que le bijou raconte l'histoire de la personne qui va le porter ou qui va l'offrir. Ok, donc c'est un peu à mi-chemin entre créer une marque et de faire une commande sur mesure. Parce que je pense que quand quelqu'un vous approche pour faire une création de bijoux, forcément que tu as aussi une partie où vous mettez du vôtre. Quoi. Oui, bien sûr. Il y a une partie où tu dis, peut-être en gros, que là... elle me donne, la personne en général me donne
ses idées. Mhm. Il m'a dit, voilà, j'aimerais faire ça, ça, ça. Style, ça. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ouais. Et à ce moment-là, moi, je rentre en jeu, puis je leur fais quelques propositions. Ok. Je leur dis, ben voilà, ça peut ressembler à ça peut ressembler à ça. Donc, où est-ce qu'on s'oriente? Est-ce qu'on s'oriente de ce côté-là ou est-ce qu'on s'oriente de ce côté-là? Et en général, au bout de 2, voire maximum 3, ça, ils ont vite capté. Parce qu'il y a des clients, ils savent déjà ce qu'ils veulent, vraiment ce qu'ils veulent. Ils veulent presque du copier-coller d'une marque. Et ça, je ne le fais pas. Je leur dis, vous êtes gentil, mais allez voir la marque directement. Bah oui, la propriété intellectuelle. Ça sert à rien de venir vers moi. Et à ce moment-là, je dis, on peut s'en inspirer. Ouais. Ça, c'est pas un problème. On peut s'en inspirer. Mais on ne fera pas du copier-coller. Ça, c'est hors de question. Déjà, donc vous n'avez pas une réelle volonté à créer votre marque, c'est ça? Non. Vous voulez garder cette histoire, cette façon de raconter l'histoire d'un autre? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Pour l'instant, peut-être que... Alors pour l'instant, tout à fait. Pour l'instant, c'est un peu l'idée. Après, si tu veux créer un magasin, il faut que tu aies des bijoux à présenter. D'accord. Les bijoux à présenter, en gros, tu es en train de créer une ligne. Ouais. Alors ça peut être très exclusif, quelque chose de très ciblé, qui plaît qu'à une minorité. Ouais. Ou tu crées une ligne très vaste et en fin de compte, tu n'as pas d'identité. Ouais, je vois ce que tu veux dire, le positionnement. Ok. Et du coup, on va dire que tu vas chez n'importe quelle grosse boutique, je parle de boutique, pas de marque, hein, mais de boutique qui représente représente éventuellement plusieurs bijoux. Ouais. Ça n'a pas... Il n'y a pas de ligne de base, quoi. C'est je vends des bijoux pour vendre des bijoux. Et ça pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Ok. Là, on vit, excuse-moi. Ouais, vas-y. Là, on vit vraiment une expérience. Ils viennent avec, j'ai envie d'alliance victorienne, juste pour nous, qu'on vient de créer. On a dessiné la ligne, on a répondu aux demandes. Lui, il voulait quelque chose de sobre, elle voulait un motif floral en plus. On a fait vraiment du sur-mesure. D'accord. On a eu ce couple de rôlistes qui s'étaient rencontrés dans le cadre d'un jeu de rôle. Ils nous ont dit, nous, on aime bien l'idée d'alliance qui nous rappelle l'univers du jeu de rôle. Et on a créé des alliances inspirées d'un dé 10 faces. Ok. Donc vraiment, on est vraiment dans cet état d'esprit-là, quoi. Voilà, où l'amoureux qui veut offrir une bague de fiançailles et qui cherche une pierre centrale qui pour lui, représente... le message qu'il veut passer à sa future femme. Donc, on est vraiment dans cette expérience-là. Ouais. Donc, c'est vraiment vous êtes là pour la personne qui veut retranscrire quelque chose via la bijouterie et non pas, comme tu disais, pour imposer justement en disant, voilà, ça c'est ma bague comme ci, ça c'est mon truc comme ça. Ok, d'accord. Donc, vous êtes vraiment pour vivre une expérience commune avec votre client, quoi. En fait. Tout à fait, ouais. Tout en l'aiguillant sur les matériaux, peut-être sur les façons d'œuvre, en proposant des choses aussi de temps en temps. C'est comme ça qu'on se distingue des autres bijouteries qui peuvent exister sur la place de Genève. Ok. Et donc, le côté boutique et accessible, ça serait plus pour avoir quoi ça serait plus pour montrer qu'on existe. Ok. Ça serait plus, si un jour on le fait, ouais. Ça serait plus montrer, voilà, on vous montre 2-3 pièces qu'on a pu faire pour des clients, c'est soit sur photo, soit éventuellement des pièces qui nous prêteraient pour montrer, voilà, on est capable de faire ça. Mais il faut qu'il comprenne, le client, que quand il vient à l'intérieur, il n'y aura pas une ligne de bijoux et puis dire, choisissez. La taille, puis voilà, quoi. Voilà, c'est tout, puis vous partez avec. Non, c'est qu'ils viennent vers nous, puis dire, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Ouais, pas de problème, on peut le faire, pas de souci. Ok. Mais à ce moment-là, on va le personnaliser. D'accord. On va faire vraiment... Vous allez amener votre touche à vous, quoi. Oui, alors, le touche déjà du client, parce que c'est l'idée du client. Et après, ça va être dire, voilà, oui, ça c'est bien, c'est votre idée. Mais maintenant, une fois que votre idée, on l'a comprise, maintenant, on va essayer de l'améliorer ou de la perfectionner. Pas forcément l'améliorer, mais en tout cas la perfectionner pour qu'elle ressemble vraiment à vous et qu'elle dise, voilà, ça y est, ça, c'est ce que vous voulez. Et en général, on y arrive. D'accord, et ça passe donc par un moment d'échange verbal, alors je pense. Alors, tout à fait. C'est pas des questionnaires que vous faites remplir, quoi. Il y a vraiment, vous recevez la personne, vous palpez le feeling, les émotions, d'accord. Ok. Et en général, oui, en premier contact, en effet, ça va être une grande discussion. Ok. Savoir qu'est-ce qu'ils veulent et tout. Deuxième contact, c'est que à ce moment-là, on va commencer à faire quelques dessins, voire quelques prototypes. Ouais. Une fois qu'ils ont validé ça, on leur fait en général une résine. Pourquoi une résine? Parce qu'on fait souvent les pièces en 3D. D'accord. Pour que la personne puisse visualiser le volume, puisse visualiser le design. Parce que souvent, quand on voit sur un écran, c'est grand comme ça, puis la réalité, c'est grand comme ça, ça n'a pas du tout le même impact. Le même impact. Et du coup,
la personne, elle le voit, elle dit, ok, d'accord, c'est ça, je veux un peu plus grand, un peu plus petit, j'aurais vu plus comme ça. On peaufine le bijou. Okay. Une fois qu'on a peaufiné le bijou, on valide avec le client. Une fois qu'on a validé avec le client, en général, il y a un devis qui a été fait à ce moment-là. À ce moment-là, on lance la production. D'accord. Et c'est une question, donc là, on part sur un autre sujet, c'est comment vous gérez à deux tout ce qui est doute, pression, un moment compliqué. Parce que généralement, je pose la question quand les gens sont tout seuls, en solo entrepreneur ou son dirigeant tout seul, mais c'est vrai qu'à deux, comment vous gérez les situations de pression, de doute ou de... Je dirais que surtout Rachel met vraiment un très grand support parce que justement quand il y a des moments de doute, je dirais que vu qu'elle est un tout petit peu à l'extérieur de la société parce qu'elle n'est pas en permanence, D'accord. Elle a une vision autre, ce qui fait que du coup je me réfère un peu à elle, je me dis écoute là ça va pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, et souvent on trouve une solution. D'accord. Rachel, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis alors moi, du coup, pour pas mettre tous nos œufs dans le même panier, Ouais. je prends des missions un peu à droite, à gauche, pour aussi me sortir Ok. de cet environnement Ouais. fermé, vie familiale, vie professionnelle, etc. Ok. Ce qui nous permet effectivement de prendre du recul et de se remettre en cause et de pouvoir avancer en permanence. D'accord. Donc vous avez pris le parti comme un accord, justement, que Rachel se soit un petit peu plus retirée de la situation avec d'autres activités pour avoir un œil différent, un regard différent sur le développement de la société. Ok, intéressant. Donc c'est votre manière de gérer les coups de pression. Vous faites du yoga, des choses comme ça ou pas du tout? Non. Du sport. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez, quel serait votre conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure d'artisan créateur de bijoux? Il faut qu'il soit bien entouré. Ouais. Donc, l'entourage? Bien entouré. Ouais, Alors ça dépend. S'il veut se lancer en tant que créateur et créer sa propre ligne, Ouais. il faut avoir beaucoup de finances. Ok. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de finances. Ok. Et alors après, c'est toujours la même chose. Il y en a certains qui vont dire oui, mais moi je fais des bijoux, des bijoux, on va dire, un peu lambda, qui sont faits en argent et tout ça. En effet, avec peu de moyens, on y arrive. D'accord. Mais si vraiment tu veux créer une ligne Mais si digne on de veut ce faire nom... quelque chose, on va dire, qui ressemble, je parle en joaillerie, je parle Ouais. pas forcément en bijouterie. Ok. Si on se lance dans la vraie joaillerie, où on dit, tiens, je vais quand même toucher la belle clientèle et tout, faut avoir beaucoup de moyens. Puis avoir un sacré réseau. Ok. Donc, après, je pense vraiment... finance, réseau et... Après, j'ai toujours entourage. été en parallèle du monde des indépendants, Ok. ou dans ou à côté. Pas penser qu'on peut tout faire tout seul. Parce il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance, trouver les bonnes personnes, parce que sinon, tu te perds dans le monde actuel où il faut être multitâche, Ouais. réseaux sociaux, production, mise en Relation avant, client, etc. Tu fais tout un petit peu et du coup tu fais tout un petit peu vite et pas forcément bien. Ok. Alors que c'est peut-être pas ton cœur de métier ou ce que tu fais bien. Donc il faut aussi trouver les personnes qui peuvent t'accompagner. Quel est ton moyen de déléguer justement? Est-ce que tu as un process? C'est lui, qui délègue. Ah, c'est toi qui délègue, ok, d'accord. Bah, mais est-ce que Rachel intervient en disant écoute là, peut-être qu'il faudrait déléguer cette partie-là parce que ça prend du temps? Rachel me sert justement de personne pour déléguer, on va dire, voilà, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion de justement des réseaux sociaux et tout ça. Ok. Moi, j'y touche pas ça. D'accord. Je ne peux pas y toucher. Ok. Donc là, tu as délégué cette partie-là, oui. En sachant que c'est important quand même, faut y être oui, tout à fait. actuellement. Mais... Et puis la partie aussi travail, où justement, aujourd'hui, j'ai une collaboratrice. Ouais. Et c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup. Aujourd'hui, elle m'aide beaucoup à pouvoir absorber beaucoup plus de travail. D'accord. Aujourd'hui, elle serait pas là, mais je serais complètement sous l'eau. Ok. Donc là, aujourd'hui, on est en binôme avec cette personne-là dans la bijouterie. Ouais. Et je suis en binôme avec Rachel, tout ce qui est avec marketing. Ok. Mais en effet, alors le binôme, il reste, moi, de ce côté marketing, je reste très effacé. Ok. Donc du coup, je récapitule. Donc l'entourage, ce qui est important. Oui. Un bon budget si on veut créer quelque chose de plus ou moins, on va dire... Il faut quand même une part d'inconscience. Toujours. Hein. Toujours. Faut se lancer, quoi. Faut se dire, c'est facile, en fait. Ah ouais, non, c'est pas. Et c'est au fur et à mesure du chemin qu'on se rend compte que c'est pas si facile que ça, mais qu'on peut y arriver, quoi. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Ouais. Et le fait d'être justement en binôme, sur que ce soit en privé ou en professionnel, est-ce que c'est un atout ou c'est quelque chose qui est quand même plus contraignant? Comment vous
Comment tu qualifierais ça? Je pense qu'au niveau professionnel, c'est un atout. Ouais. Niveau familial, je pense que c'est pas contraignant, mais c'est vrai que ça a mis certaines limites à un moment donné, quoi. Ok. Mais vous avez su les gérer du fait de le week-end? Pour l'instant, ça va. Ouais. Rachel, toi, ta position là-dessus? Oui, pour l'instant, ça va. Ok. Non, c'est question que je suis autant son conjoint que son patron. C'est ça qui est compliqué, non? Oui. Ou pas? Oui. Voilà. Est-ce que tu fixes les limites? Tu dis là, tu parles à ton patron, là, tu parles à ton conjoint. Non. C'est à moi de faire le tri. C'est ça. C'est Rachel qui trie. Ok. C'est ça, parce qu'il y a des fois où c'est vrai que je m'en rends compte après coup, que je lui parle comme si c'était 100% mon employé. Ok, tu fais pas de distinguo. Et à par moment, non, parce qu'il y a des choses à faire, puis on dit, faut le faire. Et puis, et malheureusement, si elle n'est pas dans les clous, dans ces cas-là, je dis, écoute, non, ça va pas, c'est machin. Mais elle prend tout de suite, elle rebondit tout de suite, donc j'ai pas trop de soucis à me faire. Et ce que tu dis, Rachel, ce qu'il te dit, c'est logique, ça te paraît juste ou tu exécutes sous contrainte? Sous contrainte. Non, j'exécute pas sous contrainte. Pas encore. Pas encore. Non, pour l'instant, ça va. Après, c'est vrai qu'il y a des moments, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Parce que justement, comme on se voit la journée, le soir et tout, c'est pas... On va être en balade, alors on dit on fait la part des choses, mais ça n'empêche pas qu'on est en balade, puis d'un seul coup il pense à un truc, et puis il me le balance, et tu fais c'était pas le moment, mais c'est pas grave, j'enregistre. C'est un passionné, je pense aussi. Oui. Donc c'est notre métier, faut un minimum. Je pense que tout ce que tu fais, faut le faire un minimum avec passion, parce que c'est plus un travail, ça devient un plaisir et des vacances entre guillemets, on s'entend, hein, avec des inconvénients, mais c'est vrai que quand t'es passionné, effectivement, tu peux pas switcher en disant alors le samedi de 8h30 à dimanche 20h30, on n'en parle pas, quoi. Surtout que les idées fusent. Non, puis après, comme tu as dit, comme on dit, à la base, c'est un métier d'artisanat, de création. Donc à un moment donné, tu réfléchis à un truc, tu dis ah ouais tiens, faut que je fasse ça comme ça. Tu penses dans la nuit, et le lendemain, tu dis ah oui, mais il faut que je le fasse comme ça. Puis dès que tu arrives devant soit le bijou, soit devant ton PC, parce que comme je te disais tout à l'heure, beaucoup de pièces sont faites en 3D, tu dis ah ouais, mais en fin de compte, ça joue pas, il faut que je repense autrement, et ainsi de suite. Puis en fin de compte, c'est tout le temps en train de réfléchir au truc. Puis tu dis ouais. Puis, tu vis ton métier, tu vis ta passion. Quoi. Je suis un peu bloc-notes aussi. Ok. Il jette les notes. Ok, je vois. Donc du coup, vous gérez tant bien que mal, on va dire. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est quand même raisonnable. Ça se fait naturellement. En fait. Ouais, c'est impressionnant, ça, je pense. C'est la chance qu'on a eue. Ouais. Mais comme beaucoup de choses, je dirais, est-ce que j'ai une bonne étoile? Je sais pas. Mais comme beaucoup de choses, je dirais que c'est les opportunités, les faits que d'un seul coup, tu fais ça, puis tu dis, j'aurais jamais pensé à le faire. Puis tu dis, go, on y va, pourquoi pas. Donc un peu, parce qu'il y en a qui qualifieraient ça de chance. Et c'est un grand débat. Est-ce que la chance existe? Si oui, sous quelles conditions? Pour moi, la chance n'existe pas réellement. Tu sais, c'est justement des opportunités que tu as créées parce que tu es allé à cet endroit-là, parce que tu t'es dit un matin, je sais pas, je vais courir là-bas, ou que tu as téléphoné à telle personne qui font que, quoi. C'est pas les gens qui t'ont appelé en disant oui, quoi que toi, ton cas est un peu différent parce que des fois, tu as été appelé par des clients en disant si tu veux travailler, tu reviens à ton Oui, alors là, c'est un cas. Mais tu avais provoqué, c'était un client, c'était quelqu'un que tu connaissais, quoi. On t'a jamais appelé en disant bonjour. Alors là, ce serait plutôt la clientèle privée. C'est le fait des réseaux sociaux, justement, qui fait que du coup, on va dire bonjour, je viens faire ça. Ok, d'accord, bon, pourquoi pas. Mais de nouveau, tu t'es mis donc il n'y a pas réellement de chance dans le sens où tu t'es mis en lumière sur les réseaux sociaux pour que les gens t'approchent, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça, je sais pas comment tu qualifies, toi, le côté chance ou opportunité. Enfin, surtout chance, parce qu'il y en a des gens l'utilisent comme si tu te levais un matin, puis on venait t'apporter. La seule chance que j'ai eue, c'est d'être né dans la région. Ok. Parce que Genève, c'est un par rapport à ça. Je serais né en plein milieu, je dirais de l'Ardèche ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr que j'aurais eu la même opportunité. Tu vois, la même chance. La même chance, voilà. La chance, c'est ça. Par contre, tout le reste, c'est des opportunités que tu t'es créées. Après, t'as la chance, on va dire, d'être à Genève. Ouais. Faut en profiter, quoi. Ouais. Enfin, c'est clair, rester dans son coin, dans son petit coin, puis dire, j'attends que les gens arrivent. Ça marche pas. C'est compliqué, il faut provoquer, quoi. Justement, l'opportunité. Ouais. Très bien. La preuve par rapport à nous deux, par exemple. Ouais. Oui. C'est une opportunité. Ouais, voilà. c'est ça. Vous l'avez saisi avec un peu de réticence, mais vous l'avez saisi. Non, pas réticence. Non, parce qu'en plus, c'est quand il m'en a parlé, il m'a dit ouais, vas-y. Je dis pourquoi pas. Ouais. Ok, cool. En tout cas, merci de passer par là. Merci de nous avoir invités. Et puis, avec plaisir. Et il y a encore une dernière question que je pose. Alors, je ne sais pas si cette somme peut retentir dans votre secteur d'activité, mais si demain, je te donne sans condition 500 000 francs,
Comment tu les investis dans ton business? Bon, c'est une réponse. Hein. Comment tu les investis dans ton développement ou pas ou... Ouais, à ce moment-là, je dirais que si j'avais les 500 000 francs, en effet, je dirais que je pense qu'à ce moment-là, ouais, j'ouvrirais un magasin. Ouais. Et à ce moment-là, je ferais des événements. Des événements, mais comme je disais, sans créer forcément de ligne. D'accord. Mais créer des événements autour de mon savoir-faire. Ok. Mais comme tu le sais très bien, pour créer des événements, il faut de l'argent. Il faut des moyens. Voilà. Okay. Mais je dirais oui, ça peut être en effet une des possibilités. Ok, donc développer ton activité sur le côté événementiel, c'est ça, en proposant des choses à des moments bien précis dans l'année. Ouais, on y réfléchit d'ailleurs. Ouais, ok. Sans les 500 000. Sans les 500 000. Sans les 500 000, on y réfléchit. Maintenant, tu proposes les 500 000. Donc toi, c'est ton moyen. Et toi, Rachel, ça serait quoi si demain, tu as 500 000 francs sans condition, le côté événement, ou est-ce que tu... Déjà, on prend un atelier plus grand. D'accord. Pour avoir plus d'espace pour travailler. Ouais. Avec j'ai une idée bien précise de comment je vais imaginer l'atelier pour pouvoir recevoir des clients, pour qu'ils puissent voir sans voir la partie création. Ouais. Avec un espace effectivement plus grand pour recevoir. Et puis ces événements. Parce que je pense quand même que, puisqu'on n'a pas de vitrine, on n'a pas de boutique, pour rencontrer les gens, l'événement, c'est la bonne idée. C'est intéressant. Effectivement, ça peut être un bon levier pour rencontrer des gens. Et puis montrer ce qu'on sait faire, parce qu'on fait la création, on fait aussi les réparations, les transformations. Avec un côté un peu... plusieurs services à proposer, donc faire savoir et le savoir-faire. Ok. Et vous avez quelque chose à rajouter? Vous aimeriez dire quelque chose en plus aux auditeurs ou téléspectateurs? Bon, moi, je vais faire mon rôle de marketing. Venez nous rencontrer pour parler de vos projets. D'accord. Donc, t'invites à... De toute façon, on mettra dans la description vos coordonnées, vos numéros de téléphone, votre site internet, pour que les gens puissent vous retrouver s'ils veulent justement échanger avec vous. Et toi, Christophe, tu as quelque chose à rajouter? Une chouette expérience d'être venu ici. Cool, merci d'avoir répondu en tout cas. Merci à toi Rachel et merci à toi Christophe. Merci Dylan. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.